Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On était déjà ce matin en visio-conférence pour ce colloque sur les résidences d'artistes et quelles étaient les retombées et les leviers pour le développement des territoires. Donc pour poursuivre cet échange qui nous a permis de découvrir plusieurs expériences en région Centre-Val de Loire, hein, avec notamment plusieurs structures de résidence et de diffusion parfois qui ont pu présenter leur expérience, comme les tanneries à Amilly, la résidence du musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun, le garage à Amboise qui est récemment ouvert, donc depuis 2 ans, le centre de céramique contemporaine de la Borne. Il nous a paru opportun, au-delà de ce partage de pratiques et d'expériences, de pouvoir amener un contenu un petit peu plus technique et pratique grâce à l'expérience et aux compétences du réseau national Art en résidence. Donc, on accueille aujourd'hui Élise Jouvency, la coordinatrice du réseau. Et donc, l'objectif de ce point d'information, donc, qui est porté par le réseau Devenir Art, c'est bien d'apporter un petit peu de matière sur justement comment atteindre des objectifs de bonne pratique dans les lieux de résidence, avec notamment la charte qui a été développée par le réseau Art en résidence, et puis des outils très concrets comme le contrat de résidence qui découle d'une circulaire, donc un outil légal que va nous présenter Élise aujourd'hui. Donc comme ce matin, n'hésitez pas à nous faire remonter vos questions par le canal Q&R qui va vous permettre de poser vos questions ou de faire des commentaires, et puis également par la conversation. Donc voilà, n'hésitez pas. Je laisse la parole donc à Élise Jouvency, coordinatrice du réseau Art en résidence. Bonjour et merci Carmen. Donc effectivement, je coordonne le réseau Art en résidence depuis maintenant 1 an. C'est un réseau que je connais néanmoins bien depuis, pour y avoir été active et partie prenante de ces chantiers de 2011 à 2018 en tant que représentante de la structure et des programmes de résidence de la Malterie à Lille. Voilà, juste pour préciser, j'aurais beaucoup aimé être à Beaugency avec vous là aujourd'hui, découvrir les lieux de Valimage et échanger de manière un peu plus directe avec vous, juste aussi simplement vous voir, c'est toujours un peu frustrant. On est réunis d'une autre manière et on va parler effectivement bonne pratique dans une dimension extrêmement concrète. Alors, c'est toujours un peu compliqué, hein, un point d'information où on a un public très large et non identifié. Donc, vous avez forcément des degrés d'expérience en matière d'organisation de résidence assez variés. Vous avez sans doute aussi des degrés de connaissances complètement différents. Donc, je m'excuse d'avance. J'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif pour les plus expérimentés d'entre vous. Pas trop elliptique non plus pour les autres. Alors, pour les derniers, je me permets de dire qu'on peut aussi, le réseau est complètement disponible pour étudier avec vous ultérieurement des demandes d'approfondissement éventuelles sur telle ou telle question qui serait abordée aujourd'hui. Alors, pour vous donner un petit peu le plan de mon intervention d'aujourd'hui, donc en premier lieu, je vais vous présenter le réseau Art en résidence, qui est un réseau national, en revenant un peu sur son historique, sa composition, les grands axes de son projet, les actions qui en découlent aujourd'hui. En deuxième temps, je m'attarderai effectivement sur le cadre et les outils, trois outils principaux que sont la circulaire de 2016 sur les résidences, le contrat type, effectivement, et la charte déontologique du réseau Art en résidence. L'idée étant, à travers ces 3 outils, de revenir sur les bonnes pratiques et de voir comment ces outils, dans ce cadre-là, se complètent. En troisième temps, je vous proposerai une petite visualisation récapitulative de ce qui relève d'une part des bonnes pratiques et de ce qui relève des obligations.
afin d'être un petit peu au clair là-dessus. L'idée n'étant pas d'opposer les deux, bien sûr, mais de bien comprendre ce qui constitue le socle des obligations, de voir ce qu'on peut faire en plus et pourquoi c'est intéressant de le faire. C'est un moment où vous pourrez aussi noter pour vous un certain nombre de textes de loi qui sont à l'origine de ces obligations. Et puis enfin, je vous présenterai un outil ressource en lien avec ce qu'on aura vu aujourd'hui, qui est un outil auquel vous pourrez vous référer pour approfondir les choses. Donc, c'est un outil sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des documents que je vais citer, l'ensemble des liens Internet aussi où retrouver facilement des choses évoquées. Alors, je vais commencer par la présentation du réseau Art en résidence. Donc, Art en résidence, c'est un réseau national qui s'est créé en 2010 autour d'une dizaine de membres engagés dans un programme d'artistes dans le secteur des arts visuels. Donc là, vous voyez normalement apparaître un ensemble de dates clés du réseau, parfois en regard avec d'autres dates clés qui concernent plutôt le développement des outils pour la résidence dans le paysage des politiques culturelles. En démarrant son activité, donc le réseau a immédiatement adhéré au CIPAC et entamé un travail de fédération de ses membres qui était à peu près une petite dizaine au départ, et entamé aussi la rédaction d'une charte donc, qui est arrivée dans une première version donc en 2013. L'enjeu était vraiment de définir les valeurs du réseau, de délimiter aussi la définition de la résidence autour de laquelle se réunissaient ces membres. C'est une époque où la création du réseau, c'est une époque où, je ne peux pas dire qu'on nage en plein désert de cadres et d'outils sur la résidence, puisqu'il y a déjà eu en 2006 la première des circulaires sur les résidences. Mais où malgré tout, les années qui précèdent ont vu exploser en fait les, les usages de la résidence sans que finalement personne mette derrière ce mot des réalités qui se ressemblent. Il y a donc une nécessité pour un certain nombre d'acteurs qui estiment parler de la même chose à se réunir, se rassembler, définir et s'astreindre à définir en fait ce qu'ils considèrent comme étant la résidence, à le poser sur le papier à travers cette charte, à s'en inspirer pour créer les critères d'adhésion au réseau. Et on reviendra un peu plus tout à l'heure sur le détail de cette charte. En 2014, le réseau commence à travailler sur un deuxième outil commun qui est une boîte à outils sur la réglementation de la mobilité internationale des artistes-auteurs, qui à ce moment-là est plutôt une réflexion sur tout ce qu'on se pose comme question en tant que structure d'accueil en résidence quand on accueille un artiste étranger en résidence en France. Donc c'est vraiment un outil que les membres appellent de leur vœu pour les éclairer sur les formalités administratives, les règles de couverture sociale, les formalités fiscales qui s'appliquent dans le cadre d'accueil en France d'artistes étrangers. C'est un travail de longue haleine qui va aboutir en 2021 dans sa première étape, en phase de finalisation sur cette partie mobilité entrante. On entame aussi en parallèle le deuxième volet qui est la mobilité sortante, c'est-à-dire comment on peut accompagner des artistes sur les mêmes questions qui partent en résidence à l'étranger. Voilà, j'évoque ce projet juste pour montrer un petit peu que les bonnes pratiques, enfin cette question des bonnes pratiques et cet objectif d'accompagner les membres dans l'évolution et la facilitation de leurs pratiques professionnelles est vraiment quelque chose qui est au cœur du projet d'art en résidence depuis le début. Grandes étapes, grandes dates clés aussi dans le développement du réseau. En 2014, il remporte un marché public sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative aux résidences artistiques en art visuel à Marseille pour accompagner la ville de Marseille dans le développement de son programme et dans la définition de son programme des ateliers de la ville de Marseille. Donc, pour vraiment aider à définir et mettre en œuvre en fait ce programme que
j'imagine, vous connaissez. 2016, c'est l'arrivée, la consultation, forcément en résidence dans le cadre de la circulaire, relative aux résidences d'artistes et en parallèle un travail qui s'opère pour la rédaction du contrat type. Et en même temps, l'édition, la publication, du nouveau guide du CNAP, qui est une réédition de la première, qui comportait 196 résidences en France, donc l'édition du guide 223 ou 233 résidences en France, qui vient poser lui-même sa propre définition de la résidence, avec laquelle les parties prenantes de ce travail n'ont pas toujours été d'accord d'ailleurs. C'est évidemment une définition précise qui est à nouveau véhiculée par ce nouveau répertoire et qui est établi par le CNAP. Définition qui est préalable à tout inventaire, et qui est assez bien, je pense, expliquée dans le préambule et dans l'introduction de ce répertoire. 2019, c'est l'année, je ne l'ai pas mis là, mais du rapport aussi de la DGCA sur les résidences d'artistes. Les résidences d'artistes, un outil inventif au service des politiques publiques auxquelles le réseau a aussi contribué. C'est en parallèle pour nous l'occasion d'accentuer la dimension internationale du réseau, qui est déjà présente depuis longtemps à travers ce travail sur la boîte à outils, mais aussi depuis 2012, le réseau est en veille et recueille toutes les données annuelles de ses membres sur les relations internationales des structures membres en matière de résidence, notamment sur tout ce qui est conditions de mise en œuvre de résidences croisées. Voilà, et l'accentuation et la formalisation surtout aussi d'un travail régulier avec d'autres réseaux et plateformes de résidence dans le monde. En 2020, dans la continuité de ce travail, on organise le symposium international sur les résidences d'artistes à travers 2 axes, donc le développement et la pérennisation des échanges internationaux dans les programmes de résidence d'artistes, et 2e axe sur le développement territorial à travers des résidences du secteur privé et leur collaboration avec des acteurs publics. C'est aussi l'année de la mise à jour de la charte déontologique mise à jour qui vient prendre en compte en fait les évolutions réglementaires déjà, qui la séparent de sa version initiale, c'est-à-dire la loi relative à la liberté de la création, la circulaire de 2016, mais aussi qui vient prendre en compte des évolutions professionnelles dans les pratiques des membres et des nouvelles ambitions aussi que souhaitent se poser les membres. Petit mot sur 2021, ce sera la 4e édition de la résidence curatoriale nomade, qui est un projet récurrent du réseau qui accueille sur différents territoires et une résidence itinérante et nomade d'un commissaire d'exposition dans différents lieux, appelés et invités à venir découvrir la scène artistique locale, et un contexte de résidence qui s'organise du coup à travers différents séjours dans différents lieux, dans des contextes de résidence extrêmement variés. Ce sera aussi 2021 la publication de la boîte à outils mobilité entrante sur la réglementation de la mobilité internationale. On va sortir aussi l'étude sur 2012-2020 sur les relations internationales, comment elles évoluent au sein des membres d'Art en résidence. On entame aussi un chantier sur des repères de rémunération dans le cadre de résidence. Aujourd'hui, Art en résidence, c'est un réseau qui comporte 41 membres de taille, de structure extrêmement divers. Donc, je projette la carte de ses membres. Donc, c'est un réseau national. Alors là, pour autant, il nous manque 2 membres hors carte que sont la Villa Kujoyama à Kyoto et la Cité des Arts de Saint-Denis de la Réunion, qui ont toutes deux structures qui ont toutes deux leur siège en France et leurs activités sur d'autres territoires.
Donc, 41 membres qui ne font pour certains que de la résidence d'artiste, pour d'autres qui développent cette activité en parallèle d'une programmation d'exposition ou de formation. On a à la fois des structures, des toutes petites structures sans salariés, comme Thank You for Coming, par exemple, à Nice, Finisterae, à Ouessant, des artistes Space comme les ateliers Vortex à Fructose, les ateliers Vortex à Dijon ou Fructose à Dunkerque. Des centres d'art labellisés comme le Synagogue de Delme, 40 mètres cubes à Rennes, la Kunsthalle à Mulhouse. En région centre, vous avez bien sûr l'atelier Calder à Saché et aussi qui nous a rejoint cette année, la Box. Mais on a aussi donc, des structures très institutionnelles comme la Villa Kujoyama donc, ou le Macval à Ivry. C'est important de souligner en fait cette variété pour bien comprendre qu'on n'est pas dans un regroupement lié à la nature statutaire des structures, hein, comme ça peut être le cas dans d'autres réseaux nationaux. Je pense notamment à DCA, par exemple, le réseau des centres d'art, ou encore à Plateforme, le réseau des FRAC, mais bien dans une réunion volontaire de lieux qui se mettent en dialogue parce qu'ils se reconnaissent dans des valeurs sur la pratique de la résidence et dans l'application de bonnes pratiques. Alors, pour revenir un tout petit peu et rapidement sur les objectifs et les activités du réseau aujourd'hui, le projet s'organise autour de quatre objectifs principaux qui sont, pour le premier, de fédérer ses membres autour de la pratique de la résidence, ce qui se traduit en termes d'activités par l'organisation d'échanges, partage d'expériences, groupes de travail collaboratifs, mais aussi l'organisation de projets communs. J'en ai évoqué quelques-uns dans les dates clés. L'objectif de valoriser les activités de la résidence de ses membres, bien sûr, dans un soutien à la visibilité au niveau national et international. Un objectif aussi qui est celui de professionnaliser et de conseiller sur des pratiques professionnelles considérées comme vertueuses dans le cadre de l'accueil en résidence à travers la création de ressources professionnelles, la diffusion de ressources professionnelles, des interventions, des ateliers pro, des consultations à l'attention de lieux ou de collectivités. La défense, enfin, de défendre la pratique de la résidence auprès de tout type d'acteurs et des politiques publiques, ce qui passe par une valorisation de la pratique, de ses effets, une veille sur les modalités d'organisation de résidence, à la fois en France et à l'étranger, et la production d'études, de rapports qui permettent une remontée d'informations auprès des pouvoirs publics, notamment. Alors, voilà pour la présentation du réseau. Je ne sais pas si on fait une première pause de questions qui serait liée vraiment aux activités du réseau ou si on enchaîne directement sur les outils. Je ne sais pas, Carmen, tu as un peu de questions particulières. J'enchaîne sur les outils. Alors, les outils disponibles dans le cadre d'une résidence d'artistes, donc j'évoquerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 outils principaux que sont la circulaire, le contrat, la charte d'art en résidence, qui a été rédigée comme un outil guidant potentiellement vers des pratiques professionnelles vertueuses, qui émane et qui engage les membres du réseau, mais qui peut tout à fait inspirer des structures non membres qui souhaiteraient professionnaliser ou améliorer leurs pratiques. Donc, cette charte, elle est évidemment disponible sur le site internet et on invite chacun à s'y référer. Il y a beaucoup de résonance entre ces 3 outils, forcément, encore heureux. Ce serait court ici d'aller dans le détail, donc ça ne va évidemment pas être exhaustif en termes de bonnes pratiques, ma présentation, si tant est que ça puisse l'être d'ailleurs. J'ai forcément fait des choix dans les choses à souligner qui correspondent à des dimensions qui sont particulières, qui tiennent particulièrement à cœur au réseau. Donc, pour commencer sur la circulaire du 8 juin 2016 sur les résidences, actuellement, c'est un des seuls textes finalement qui propose aujourd'hui un cadre de référence et de principes généraux pour l'outil résidence.
Donc, il joue forcément un rôle assez important en termes de référence, hein. Il offre des repères de typologie, de recommandations professionnelles qui sont aujourd'hui largement partagées, je pense, dans le secteur des arts visuels. C'est un texte qui définit la résidence telle que l'État la considère et la finance, c'est-à-dire qu'il définit le cadre dans lequel il faut se placer si on souhaite un soutien de l'État. Néanmoins, c'est un texte un peu guide, bien au-delà des programmes financés par le ministère de la Culture. Des circulaires sur les résidences, il n'y en a pas eu tant que ça. On voit que c'est aussi un outil qui est assez récent, l'histoire des politiques culturelles, qui s'applique au secteur des arts visuels pour la première fois via la première version de la circulaire de 2006. Et qui est aujourd'hui un peu la seule source de repère qui peut nous inspirer un cadre. Donc moi, je vais me concentrer là sur cette circulaire qui vraiment concerne les résidences au sens très large. Il y a d'autres textes qui existent et qui vont concerner plus spécifiquement des résidences, par exemple, qui vont se développer en lien avec le milieu scolaire ou le milieu de l'entreprise et qui vont se déployer à travers différents dispositifs. C'est des outils sur lesquels je ne vais pas revenir. Donc, si on regarde un petit peu les objectifs qui sont énoncés dans cette circulaire, et je vous ai fait apparaître ici un petit peu la manière dont ils évoluent entre la circulaire de 2006 et celle de 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, après l'énoncé d'une priorité évidemment donnée au soutien à la création, on a très vite un objectif lié à l'emploi qui apparaît et ainsi des objectifs qu'on voit se déplacer un tout petit peu entre 2006 et 2016, entre une primauté en 2006 donnée aux rencontres avec le public, vers des questions vraiment professionnelles et un certain nombre de recommandations professionnelles qui guide vers des bonnes pratiques dans le cadre de résidence. Donc, on a comme ça renforcé l'emploi et le travail artistique avec une répétition à plusieurs occasions du texte, du respect des réglementations et de la qualification des activités différentes qu'on va trouver au sein d'un même projet de résidence. Permettre une présence et un accompagnement artistique prolongé ou suivi dans un lieu, allant au-delà de la production et de la présentation d'œuvres, contribuer à la rencontre et aux échanges, donc à la fois entre l'artiste et l'équipe, entre l'artiste et les publics, entre l'artiste et les acteurs du territoire, et ce, dans tous les territoires. Alors, pour revenir un tout petit peu sur la typologie proposée, la typologie de résidence proposée par cette circulaire, on va aussi évoluer, on le voit, entre 2006 et 2016. Alors, évolution par l'ajout d'un type de résidence, surtout. Celle de 2006 reste essentiellement valable. Donc, avec l'arrivée de la résidence tremplin, nouvelle arrivée pour renforcer l'action du ministère en faveur de la jeune création. On est juste après les assises de la jeune création. Donc, on a comme ça une définition d'une résidence de création, de recherche et d'expérimentation. J'ai fait un petit comparatif des objectifs comme ça par type de résidence. Donc, la résidence de recherche et de création et d'expérimentation. Et là, pour permettre à un artiste la poursuite ou l'engagement d'un travail artistique de recherche, elle n'a pas forcément donc, vocation à déboucher sur une production, tout en pouvant y contribuer à plus ou moins long terme, pour citer très précisément la circulaire. La résidence tremplin, elle, voit vraiment la prédominance d'attente du côté de l'accompagnement professionnel de jeunes artistes qui ne sont pas encore insérés dans les réseaux professionnels. Et là, vraiment, il y a une attente du côté de l'accompagnement à leur mise en réseau. La résidence d'artistes associés qui endossent cette triple mission de création, diffusion et de sensibilisation, qui est l'ex-résidence association,
et qui va engager une présence d'artistes sur plusieurs années en lien assez étroit avec une structure pour participer à la vie du lieu en l'associant vraiment à toutes les dimensions de la structure. Donc aussi bien la programmation que la recherche, la formation, le développement des publics. Il va participer aussi au conseil d'administration et être associé à toutes les grandes décisions. La résidence artiste en territoire, enfin, l'ex-résidence de diffusion territoriale, qui est liée, elle, vraiment directement à une politique de développement territorial, qui s'organise souvent en lien avec différents acteurs du territoire et dont l'objectif se situe du côté voilà, d'aller porter vraiment la création dans des lieux les plus divers possibles, donc avec souvent une multiplicité d'acteurs et potentiellement une résidence qui s'organise de manière itinérante. Alors, en termes en lien avec ces différents objectifs, on a aussi des présentations publiques qui s'organisent dans le cadre de ces différentes résidences de manière différente aussi. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la résidence de recherche et de création, par exemple, on voit que la présentation au public n'est pas première, hein, ce n'est pas du tout un objectif premier. Donc, c'est une résidence dans laquelle la résidence peut comporter une présentation publique sous une forme finalisée ou intermédiaire ou pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi simplement présentation d'œuvres précédemment créées ou pas de présentation du tout. La résidence tremplin, elle, met clairement pas l'accent sur ces présentations publiques, même si elle ne l'interdit pas non plus. Elle s'apprécie par l'artiste et la structure. La résidence d'artistes associés qui va voir apparaître un projet d'exposition qui va être pensé sur le temps de la résidence, donc au moins un projet d'exposition pour le lieu d'accueil pendant la durée de cette résidence association, et l'artiste en territoire qui, elle, vraiment là est construite autour d'une diffusion assez large de la production de l'artiste. Donc, production actuelle, productions antérieures, etc. Et qui va aussi partir du principe que différents lieux vont pouvoir être sollicités pour ces présentations, que ça peut aussi concerner des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à la présentation artistique en général. La présentation au public doit faire l'objet d'une contractualisation spécifique prévoyant la rémunération des cessions de droits d'exploitation des œuvres et les conditions de la présentation publique. Donc ça, c'est quel que soit le type de résidence dans lequel on se place, la circulaire pose cette exigence-là. Enfin, en termes d'action de médiation, on voit que c'est pareil, c'est quelque chose qui s'organise à plus ou moins fort dosage selon les types de résidences concernées. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la résidence de recherche uniquement dans la mesure où ces actions sont compatibles avec le travail en cours de l'artiste et souhaitées par ce dernier. Elles doivent demeurer secondaires par rapport au temps global de la présence des artistes, sauf lorsque la démarche artistique l'induit spécifiquement. Les actions de médiation ne sont pas spécialement attendues de la résidence tremplin. Elles font en revanche partie de manière un peu plus prégnante des résidences d'artistes associées et des résidences d'artistes en territoire où là, elles ont une place beaucoup plus importante. Dans tous les cas, elles sont financées spécifiquement. L'intervention, donc la circulaire dit, tout ça c'est ce que la circulaire dit, l'intervention auprès de public ne saurait avoir le caractère d'un service organisé, entraînant un lien de subordination propre au statut de salarié, sauf à être rémunéré comme tel. On va largement revenir sur ces questions de rémunération après. Donc, on voit ici que la typologie de résidence voit apparaître un certain nombre de variables en termes de présentation publique, en termes de durée aussi, je ne suis pas revenue dessus, mais chaque type de résidence, voilà, il y a une durée recommandée par le ministère de la Culture.
Néanmoins, on a un certain nombre de principes généraux qui sont énoncés par la circulaire et qui s'appliquent, eux, à tout type de résidence. Donc, ces principes généraux, les voici. On a en premier lieu, bien sûr, la circulaire rappelle que c'est un préalable de prendre en charge les solutions d'hébergement de l'artiste accueilli, ainsi que ses frais de déplacement. Rappelle aussi la mise à disposition gracieuse des espaces de travail adaptés, d'un outillage adapté. Donc, on évite à présent de parler de résidence dans des projets qui ne fournissent pas déjà ces éléments de base. On évoque un engagement financier significatif dans le respect de la réglementation. Donc, on a ici une distinction assez claire avec tous les programmes qui se contenteraient de mettre à disposition des espaces. Des moyens humains qui doivent aussi être conséquents et à la fois sur la question d'un soutien logistique, matériel, mais aussi sur ceux de l'accompagnement professionnel, voire accompagnement administratif sur toutes les démarches de l'artiste, notamment dans le cadre des résidences tremplin. Des attentes concernant la mise en relation, bien sûr, avec des acteurs du territoire pouvant être des ressources pour le projet, donc à la fois des artisans, entreprises, autres artistes, monde de l'éducation, etc. Donc la rencontre et la pénétration d'un tissu local dans une logique partenariale est quand même au cœur du principe de résidence, qui va permettre de croiser et de mettre en lien un certain nombre d'acteurs présents sur le territoire. Une mise en visibilité et la rencontre avec des publics sans jamais se substituer avec un travail d'éducation artistique qui relève de la responsabilité de la structure qui accueille, bien sûr. Donc, ce n'est pas à l'artiste d'endosser des actions envers le public et d'aller chercher à les développer lui-même. Cette circulaire rappelle aussi que le cadre de travail de la résidence se distingue d'un travail de commande. Donc, il s'agit bien d'offrir avant tout un cadre de travail libre. Quand bien même on a sélectionné un projet sur appel à projet, c'est un projet qui va pouvoir évoluer, se transformer tout au long de la résidence. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. On a une adéquation forcément à bien régler sur la durée, les moyens et les objectifs. C'est primordial que tout ça rentre bien en concordance. Alors, on voit aussi, je vais revenir après sur l'idée d'un projet identifié et partagé, mais que cette circulaire ouvre à nouveau sur la possibilité pour n'importe quel acteur du champ culturel ou non d'organiser une résidence, avec cette nouveauté dans la circulaire de 2016 qu'il faut une structure, même si c'est un acteur hors du champ culturel qui l'apporte, il sera toujours intéressant d'associer et d'impliquer une structure culturelle qui fait le lien. Et puis, on a un certain nombre de recommandations en termes de sélection des artistes qui se basent sur des principes de parité, de diversité, de renouvellement générationnel, mais aussi sur le fait qu'un artiste, de privilégier potentiellement des artistes qui n'ont pas de cadre de travail similaire au quotidien, qui préconise aussi les structures qui ne fonctionnent pas par appel à projet de malgré tout bien communiquer sur leur programme de manière à favoriser les candidatures spontanées et ne pas trop fermer leur processus de sélection. Voilà sur ces principes généraux, pour revenir sur cette idée du projet identifié et partagé. Je pense que c'est particulièrement intéressant de le noter en termes de bonnes pratiques. Le projet de la circulaire dit très textuellement que le projet de résidence doit être co-construit par l'artiste accueilli et le partenaire d'accueil et garantir un partage de compétences entre les deux partenaires dans un objectif d'échange.
C'est des mots assez forts hein, pour dire la relation de dialogue, de partage attendue et de la rencontre entre un artiste, un projet d'une part et un lieu, une structure d'autre part, qui vont tous les deux devoir aussi faire un pas l'un vers l'autre pour que tout se développe en répondant aux attentes de chacun. Donc l'échange en amont de la résidence est extrêmement important. Il ne s'agit pas de sélectionner un projet puis paf, d'organiser l'arrivée de l'artiste sans reprendre le temps d'approfondir sur les besoins réels de l'artiste, tout ce qu'on va pouvoir organiser autour, mais dans un principe aussi mutuel. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à l'artiste de détailler son projet, mais c'est aussi à la structure de préciser à l'artiste son cadre de travail afin que l'artiste tout simplement sache où il met les pieds aussi. On a une multiplicité de structures de résidence, une diversité de porteurs, des modes d'organisation qui sont extrêmement différents, des cadres d'implantation et des territoires qui sont extrêmement différents. Tout ça, ça constitue une diversité précieuse, mais qui engendre forcément des enjeux internes et externes extrêmement variés. Et il faut pouvoir aussi les formuler, donner les clés de tout ça à l'artiste, lui donner les moyens de mesurer ces enjeux. Donc, il s'agit de s'entendre, de vraiment se mettre d'accord le plus précisément très vite. On aboutit du coup très, très vite aussi au principe de contractualisation, qui est souvent l'occasion, le moment où on peut aussi déclencher de manière plus approfondie cet échange. Et ce principe de contractualisation, il est clairement énoncé d'ailleurs hein, dans la lettre de la ministre qui rédige cette circulaire de 2016, hein, qui était à l'époque Audrey Azoulay, qui dit « Vous vous assurerez dans tous les cas qu'un accord clair a été conclu entre l'artiste et la structure de résidence. La précision du contrat est un élément déterminant pour le bon déroulement du projet. » Je rebondis du coup allègrement sur, sur cette question du contrat pour faire la transition. Alors, pourquoi un contrat ? Un contrat, comme je viens de le dire, c'est s'engager mutuellement, mais c'est aussi et surtout continuer à échanger sur le projet et les attentes qui existent de part et d'autre de part et d'autre, et plus, hein, parce qu'on n'est pas forcément dans le cadre d'un contrat bilatéral, on a potentiellement différentes parties qui le rédigent. La rédaction du contrat, elle arrive normalement à un moment où vous êtes déjà en échange depuis, où le dialogue est déjà amorcé, bien entamé avec l'artiste, mais souvent, ce qu'on observe, c'est que la rédaction du contrat, ce travail de mise à plat et de précision des points qui nous invitent à soulever, apporte toujours des nouvelles zones de précision à apporter, et on se surprend systématiquement à répéter on a bien fait d'en parler quand on se met vraiment quand on se colle vraiment à la rédaction du contrat. Donc, il s'agit de préciser les engagements de chacun en étant le plus précis possible. Alors, les problèmes vont toujours se glisser dans les creux et dans ce qui n'aura pas été formulé de toute façon. Donc, essayer vraiment d'être exhaustif le plus possible dans la rédaction du contrat. Dans ces précisions, il s'agit de mieux connaître aussi le fonctionnement de l'autre hein, dans un principe réciproque, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est évidemment, si c'est une collectivité, par exemple, qui va porter le projet, il faut que l'artiste puisse anticiper, connaître et savoir ce qui va s'appliquer en termes de délai de paiement, ce qu'il va devoir, lui, respecter en termes de modalités, en ce qui concerne les achats à effectuer, par exemple, s'il y a des principes de marché à respecter ou s'il y a des délais de commande à prévoir, par exemple. Inversement, c'est en échangeant aussi avec l'artiste, en prenant connaissance de sa situation fiscale, que vous allez pouvoir établir la meilleure façon de fonctionner sur tout ce qui est remboursement de frais, achats, etc. Est-ce que c'est des remboursements? Est-ce que c'est des notes de débours? Voilà, tout ça. Enfin, se prêter à la rédaction d'un contrat, c'est aussi accepter de s'adapter à des situations un peu spéciales, de revoir aussi un peu sa copie ou sa manière de fonctionner habituelle
pour prendre en compte l'autre. Il s'agit aussi de se sécuriser la relation, mais sécuriser la relation, ben, ça passe aussi par donner le plus d'informations possible, éviter les zones de flou. L'idée, c'est pas forcément que les choses soient absolument gravées dans le marbre ou écrites noir sur blanc quelque part, mais c'est surtout en fait d'avoir l'occasion d'en parler pour mieux comprendre ce qui est important pour l'autre partie. Donc, on a souvent, par exemple, une formule un peu bateau qui revient dans les contrats, qui est tout bêtement, la structure mettra à disposition un logement à l'artiste pour toute la durée de sa résidence. En fait, le contrat, une fois que vous avez dit ça, c'est surtout l'occasion de pouvoir dire où, à quelle distance ce logement il est de l'atelier. Est-ce qu'il faut une voiture entre les deux ou est-ce qu'il y a un transport en commun? Est-ce que l'artiste va avoir une clé et qu'il pourra y accéder n'importe quand dans la journée ou est-ce qu'il va falloir qu'il respecte des horaires parce qu'il y a un gardien? Est-ce que c'est une chambre? Est-ce que c'est un gîte? Est-ce que c'est un logement partagé ou est-ce que c'est un logement collectif? Est-ce qu'il est équipé? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a Internet? Enfin, tout ce qui va vous paraître à ce moment-là extrêmement terre à terre et très bête à détailler et qui va néanmoins pouvoir s'avérer constituer des occasions de crispation une fois que vous serez dedans. Donc, c'est un moment extrêmement précieux, le contrat qu'il faut je le répète, mais vraiment pas négliger, pas faire comme une formalité un peu au-dessus de la jambe et 2 jours avant que l'artiste arrive. C'est vraiment un enjeu véritable d'arriver à un contrat extrêmement détaillé, le plus détaillé possible, mais aussi équilibré, évidemment. Et l'équilibre, parce que chacun va devoir pouvoir y trouver son intérêt. Une résidence ratée, c'est évidemment une résidence sur laquelle on aura mal formulé les choses, qu'on les aura mal entendues, qu'on n'aura pas assez échangé dessus, ou alors sur laquelle il va peser des attentes comme ça un peu disproportionnées, déséquilibrées. Et le contrat, c'est l'occasion de rééquilibrer tout ça. Donc prenez un temps conséquent pour le rédiger et surtout prenez le temps nécessaire pour le discuter en amont. Donc pour revenir sur le contrat type, et sa forme aujourd'hui. Donc, le contrat type, vous pouvez le télécharger notamment sur le site du réseau Art en résidence dans la rubrique outils. Donc, c'est un contrat que je vous conseille vraiment d'utiliser. C'est vraiment c'est un contrat qui est préconisé dans le cadre d'une résidence de création, de recherche ou d'expérimentation. Néanmoins, c'est un contrat dont vous pouvez vous inspirer tout à fait pour d'autres types de résidences, dans le cadre desquelles il sera adapté évidemment ou à compléter. Ce contrat type a été élaboré donc, par l'USOPAV, la FRAP, le CIPAC, Art en résidence. Il est aujourd'hui reconnu par les sociétés de perception de droit. C'est aujourd'hui le premier et le seul contrat type travaillé par l'ensemble des organisations professionnelles représentant à la fois les structures et les artistes. Vous allez trouver plein de contrats types, d'exposition, d'édition, de coproduction, etc. sur le net. Celui-là, il a quand même cette petite particularité non négligeable d'être le seul contrat reconnu par l'ensemble des organisations professionnelles. Alors pourquoi le seul? Parce que c'est difficile de faire un contrat type. C'est avant tout un bras de fer entre différentes organisations qui ont parfois des exigences différentes, qui aimeraient toutes, par simplicité, voire ériger en règle ce qui les arrange forcément. Donc, c'est un exercice là aussi d'équilibre. Si on veut qu'il soit utilisé, un contrat type, il faut qu'il soit utilisable, donc qu'il ne prenne pas trop parti entre les parties. Donc là, vous avez un contrat neutre, ou en tout cas qui a fait l'objet d'un accord. Donc c'est en ce sens que je trouve qu'il est particulièrement intéressant de s'y référer, parce que c'est ce que toutes ces organisations considèrent comme la bonne manière de faire.
Ce contrat, il est là avant tout pour responsabiliser les structures et responsabiliser les artistes. Donc moi, j'étais à l'époque représentante d'Art en résidence dans ce groupe de travail qui a élaboré ce contrat. Je me souviens par exemple que les syndicats, pour donner un petit exemple précis, d'artistes, avait proposé que la structure d'accueil s'engage, un article qui disait que la structure d'accueil s'engageait à acquérir toutes les œuvres que les artistes ne pourraient pas ramener chez eux à la fin de la résidence. Donc là, on a clairement une disproportion, enfin un déséquilibre qui se met en place. Donc cet article est devenu l'artiste s'engage à prendre en compte les contraintes des modalités du retour des œuvres qui s'appliquent dans le cadre de sa résidence. Donc une formule qui, finale, voilà, responsabilise la structure parce que la structure est du coup obligée de définir en amont quelles vont être ces modalités de retour et qui responsabilise bien sûr l'artiste qui va devoir faire avec ces données et s'y plier un petit peu. L'enjeu de ce contrat, c'était qu'il rappelle ce qui relève de la loi, ce qui fait en préambule largement, ce qui fait aussi à travers l'ensemble des notes de bas de page, tout en restant le plus ouvert possible pour s'adapter à des structures diverses qui ont des fonctionnements évidemment variés en termes de résidence. C'est vrai à l'échelle du secteur, mais c'est aussi vrai à l'échelle d'un réseau comme Art en résidence, hein. Mais en plus, ce contrat type, il est un outil dont doivent pouvoir aussi se saisir facilement tout acteur susceptible de vouloir mettre en place une résidence, donc acteur du champ culturel ou non. Donc, il faut qu'il pointe tous les aspects sur lesquels il est intéressant de s'interroger en amont de la résidence. Et l'objectif était bien là, c'est-à-dire d'inviter les structures souhaitant s'engager sur une résidence à définir le cadre, sans le définir le plus clairement possible, mais c'est-à-dire en donnant l'occasion de poser les sujets pour les négocier. Donc, il ne s'agit pas de formater le cadre dans le respect des obligations. On peut s'organiser après un peu de la manière, de manière assez diverse. Donc, l'idée n'était vraiment pas de formater. Voilà, mais de créer l'occasion de parler de tout et d'anticiper un certain nombre de points. Alors, pour revenir un petit peu plus précisément sur quelques points du contrat, là, j'ai surligné quelques petites choses. Donc, le cadre de la résidence pose un cadre de travail qui va entraîner des rémunérations et donc lister, par exemple, là, sur l'artiste, un certain nombre de données que l'on doit recueillir de sa part. J'ai surligné sécurité sociale parce que depuis 2020, vous vous exposez à une amende de 160 € pour tout numéro de sécurité sociale manquant sur une facture que vous réglez d'un artiste. Donc, c'est une nouvelle petite vigilance à avoir quand on rédige un contrat ou qu'on accepte une facture. D'autre part, et en ce qui concerne la structure, la structure organisatrice aura beau être hors champ culturel, etc. Il est nécessaire qu'elle soit répertoriée à l'URSSAF en tant que diffuseur. Donc, dès lors qu'une rémunération d'artiste-auteur est engagée, on devient diffuseur au sens de l'URSSAF, mais quand bien même on ne diffuse pas à proprement parler, même si vous ne faites pas d'exposition ou quoi, mais seulement de la résidence. Pour l'URSSAF, dès lors que vous rémunérez un artiste, vous êtes diffuseur. Donc, il y a ces petites démarches quand même préalables et donc plusieurs préalables qui sont posés en préambule de ce contrat, en rappelant un certain nombre d'autres circulaires qui régissent le régime des artistes-auteurs et la qualification possible des revenus artistiques, qui rappellent aussi des données liées au code de la propriété intellectuelle et notamment le fait que l'auteur reste propriétaire des œuvres qu'il crée pendant la résidence.
Et aussi, donc, dans ce paragraphe-ci, que toute vente, tout prêt, toute donation, toute exposition d'une œuvre doit faire l'objet d'un contrat distinct. Donc, l'artiste-auteur est propriétaire de tous les droits d'auteur attachés à ses œuvres et des éventuelles exploitations, c'est-à-dire la présentation publique, la reproduction, l'adaptation des œuvres de l'artiste-auteur doit faire l'objet d'une autorisation concrétisée par un contrat distinct de cession de droits d'auteur. Alors, j'ai surligné ce passage parce que ça me paraît important de bien prendre en compte que le contrat de résidence que vous allez pouvoir rédiger pour la résidence ne sera souvent jamais le seul que vous faites pendant une résidence. Donc, vous allez... D'ailleurs, je crois que, je ne sais plus où dans le contrat, mais il est spécifié que ce contrat n'est valable qu'avec un contrat de cession de droits d'auteur qui le complète. Donc, le contrat de résidence ne sera pas l'unique contrat que vous aurez à rédiger. Vous allez avoir des problématiques d'exploitation d'œuvres qui ne se gèrent pas au sein du contrat de résidence, mais qui doivent faire l'objet d'un contrat de cession de droits d'exploitation. Car le contrat de résidence se rapporte vraiment au cadre de la création, qui est à différencier du contrat de cession qui va régir, à proprement parler, le cadre de l'exploitation des œuvres et s'accompagner d'un contrat de cession de droit d'auteur. Donc, pour récapituler, vous avez vraiment le contrat de résidence qui correspond au temps de la création et à côté le temps de l'exploitation des œuvres avec des contrats qui vont pouvoir découler de votre projet et vous permettre de gérer l'exploitation des droits des œuvres dans le cadre de présentation publique finale d'une résidence. Donc, d'une exposition, si dans votre projet, il y a une exposition qui suit la résidence, d'une édition, le cas échéant, ou d'un achat d'œuvres via un contrat d'acquisition. Alors, ce sont des contrats qui régissent des cadres différents, que j'ai ici différencié aussi en termes de temps, donc temps de la création, temps de l'exploitation des œuvres. Pourquoi cette différenciation aussi en termes de temps et pourquoi tout ça n'arrive pas en même temps? C'est aussi parce que on a un article de loi qui est issu du Code de la propriété intellectuelle qui n'autorise pas la cession globale des œuvres futures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une cession de droit sur une œuvre qui n'existe pas encore. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de temps qui est aussi différenciée. Vous pouvez faire le contrat de cession qui se rapporte aux œuvres uniquement une fois qu'elles existent. Alors, concrètement, là où ça se complique un peu, c'est que vous pouvez avoir une annexe, une cession de droit d'auteur dès le contrat de résidence pour ce qui concerne des œuvres déjà existantes, et notamment si vous, par exemple, vous communiquez sur la résidence avec des visuels d'œuvres précédemment créées. Alors à ce moment-là, évidemment, l'œuvre existe déjà, donc le contrat de cession, il peut y avoir un contrat de cession en annexe du contrat de résidence pour régir le droit de reproduction lié à l'exploitation des visuels dans la communication. Voilà, qui est une chose obligatoire à rédiger. On reviendra aussi là-dessus. Donc, je vous montre voilà, quelques petites infos sur comment ça se présente, un contrat de cession. Et du coup, vous allez voir qu'effectivement, on ne peut pas le rédiger en amont. Le contrat de cession, il comporte un certain nombre de mentions obligatoires. C'est-à-dire que déjà, il va falloir définir de quel droit patrimonial on parle. Est-ce qu'on parle du droit de représentation ou du droit de reproduction? Donc, le droit de représentation, c'est vraiment tout ce qui concerne la présentation publique d'une œuvre à un public. Donc, dès lors que vous avez une présentation publique d'œuvre à la fin d'une résidence, vous allez devoir avoir un contrat de cession de droit de présentation. Et le droit de reproduction qui lui va régir tout ce qui est fixation matérielle de l'œuvre sur des supports
support, donc, type flyer ou catalogue, affiche, etc. Web également. Donc le contrat de cession de droit d'auteur est obligatoirement, et ça, le Code de la propriété intellectuelle est très strict là-dessus, est un contrat écrit distinct de tout autre contrat. Donc c'est un contrat séparé et à part. Il doit impérativement faire mention des informations suivantes, les coordonnées, la nature des œuvres concernées par la cession de droit et une description précise de ces œuvres. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile, c'est impossible de le faire à l'avance. C'est-à-dire qu'il va vous falloir le titre, l'année de création, les dimensions précises, les composants, les matériaux, mais aussi la valeur d'assurance. Donc, pareil, un petit peu compliqué de fixer tout ça à l'avance. L'étendue des droits cédés, donc est-ce qu'il s'agit d'un droit de reproduction ou de représentation ou d'adaptation ou de diffusion. Les conditions de l'exploitation, c'est-à-dire si on est dans le cadre d'un droit de reproduction, sur quel format, quel type de format, quel type de support, le nombre d'exemplaires, le caractère gratuit ou payant de ce support. Si on est dans le cadre d'un catalogue et qu'il est payant, ça va entraîner d'autres types de rémunération, le territoire et la durée d'exploitation prévue pour ce droit. En ce qui concerne le droit de présentation, on est sur le même type d'obligation d'indiquer date, durée, lieu et caractère gratuit ou payant, notamment en ce qui concerne la billetterie en termes d'exposition. Et enfin, le montant de la rémunération versée au cédant, donc à l'artiste, pour rémunérer ce droit d'auteur. Alors, je vais revenir sur cette question de la circulaire et sur vraiment l'importance de rémunérer chacune des composantes du travail artistique dans la résidence. Donc la circulaire, on l'a vu tout à l'heure, insiste largement sur le respect de la réglementation, la qualification des différentes activités qui voient le jour pendant la résidence. Cette rémunération du travail artistique, elle rejoint, dans tout ce qu'elle recoupe, rejoint l'objectif de consolidation du travail artistique qui est évoqué plusieurs fois aussi dans la circulaire, avec également dans le contrat type et dans la charte d'art en résidence, c'est-à-dire qu'il y a une vigilance d'une part à avoir quant au régime spécifique des artistes-auteurs, qui est parfois un peu complexe à appréhender et qui va nécessiter de s'interroger à chaque fois sur l'activité qu'on rémunère, même au sein d'un même projet, c'est-à-dire qu'on a des activités qui vont engendrer différents types de revenus potentiellement, des activités qui vont être parfois considérées par les organismes de recouvrement comme non artistiques et nécessiter un mode de rémunération un peu différent. D'autre part, si on veut aller vers l'instauration de bonnes pratiques, il s'agit avant tout d'arriver à reconnaître comme il se doit, et aussi dans la manière dont on rémunère, tous les temps de la création, c'est-à-dire à la fois le temps de la création, de la rémunération sous forme de bourse de résidence, mais aussi le temps d'exploitation des œuvres, donc tout ce qui va concerner les droits d'auteur, pour petit à petit entrer dans un système qui redonne de la valeur à chacun de ces temps. Attends, je vais projeter la manière dont ça apparaît dans le contrat. À l'article 2, moyens mis à disposition de l'artiste-auteur pendant la résidence, où vous êtes incité à vraiment différencier différentes rémunérations, ce qui va relever de la création, ce qui va relever des droits, ce qui va relever des frais. Alors, pourquoi c'est important parce que déjà, ce temps de la création dans le système qu'on vit aujourd'hui, il y a peu d'occasions et d'opportunités pour l'artiste de se le voir rémunéré.
en tant que tels, hein. Aujourd'hui, concrètement, les artistes, pour rémunérer le travail de création artistique, la résidence est un cadre un peu, exceptionnel. C'est-à-dire que quand bien même ils auraient accès à des bourses d'aide à la création, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les bourses d'aide individuelle à la création, données par les DRAC, concernent, à peu près, je crois que c'est 8 des artistes, et encore, bon, c'est une fois, hein, voire, 2 ou 3 dans un parcours, pas beaucoup plus, et 4 pour ce qui est des aides à la création émanant des collectivités. Et on sait aussi que les aides émanant, les bourses à la création émanant des collectivités, bien souvent, n'interviennent pas sur la rémunération de l'artiste, mais se positionnent exclusivement sur les achats. Avec des exceptions, bien sûr, hein, mais il est rare, en fait, d'avoir tout simplement l'opportunité de donner de la valeur à ce travail artistique. Et en ce qui concerne les droits d'auteur, on est aussi dans un système, et vous le savez tous bien, où par mauvaise habitude, etc., on a un secteur qui a tout le mal du monde à faire respecter et à appliquer les droits patrimoniaux, que sont les droits de représentation publique et le droit de reproduction. Donc, il y a un manque d'information et des mauvaises habitudes de travail, hein, qui ont fait petit à petit d'une exception, ce qui serait la rémunération des droits patrimoniaux, donc habitude qui contribue largement à fragiliser les artistes. Or, cette gratuité de cession de droits, si elle est possible, hein, et elle est possible avec le code de la propriété intellectuelle nous dit qu'il est possible, hein, de céder ces droits gratuitement, mais seul l'auteur peut l'autoriser de sa propre intention. Alors, pour rééquilibrer ça, l'idée, c'est d'essayer de s'habituer à rémunérer chaque chose en divisant, en s'astreignant à diviser l'ensemble des différentes rémunérations qui doivent apparaître, en fait. Ne pas régler le problème de la rémunération de la résidence en un unique versement, en disant à l'artiste, bon, voilà, tu as 5 000 € et puis tu te débrouilles, c'est ta bourse, c'est tes frais, etc. C'est les droits. Enfin, non, ça peut pas du tout marcher comme ça, en fait, parce que cette somme, il faut qu'elle soit facturée déjà d'une certaine manière. On va pas mettre des frais dans des rémunérations qui vont entraîner des cotisations sociales, etc., etc. J'entendais ce matin un témoignage de Catherine Radosa qui parlait de projets comme ça où on touche une somme globale et après on se débrouille et il n'y a pas finalement pas, ou d'autres projets où il n'y a pas de rémunération, ou d'autres projets où il n'y a pas de moyens matériels suffisants. Bon, tout ça, ça met en fragilité l'artiste. Alors, s'astreindre à vraiment diviser et noter ce qu'on rémunère, ça ne va pas être plus compliqué en termes de gestion, hein. On a les mêmes cotisations, ça peut figurer sur la même facture, il suffit de mettre un détail. Voilà, mais ça revient au final à essayer d'avancer tous ensemble pour symboliquement en terminer avec un système qui veut que la gratuité des droits d'auteur s'impose comme un état de fait partout. Donc là, vous voyez que le contrat, par exemple, vous incite à cette distinction avec d'un côté vraiment la bourse sous la forme qui est la rémunération, hein, distincte, traitée indépendamment des sommes allouées par la structure pour les frais, pour les autres frais. Donc elle rémunère le temps de création. Sachant qu'on n'est pas dans le cadre d'une commande, encore une fois, hein. Donc ces bourses de résidence ne sont pas, sont imposables bien sûr, mais ne sont pas sujettes à la TVA parce qu'on considère bien que ce n'est pas une commande, ce n'est pas une prestation de service. On a à côté et de manière distincte la rémunération des rencontres avec le public, en précisant le nombre à un autre endroit du contrat, qui ne peuvent évidemment pas prendre le dessus.
qui peuvent être rémunérés sous la forme de présentation orale de son travail. Une rémunération liée à la cession des droits d'exploitation des œuvres en cas de présentation publique des œuvres. Donc c'est là qu'on met aussi la question de l'exploitation éventuelle de droits de reproduction, par exemple, dans le cadre de la communication, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que en rémunérant ce droit de reproduction, vous reconnaissez aussi son coût. Vous allez pouvoir permettre à l'artiste de par ailleurs respecter des engagements qu'il a potentiellement pris par ailleurs, hein, avec des co-auteurs d'une œuvre, des modèles ou des sociétés de gestion de droits, hein. Parfois, il doit reverser lui-même un pourcentage des droits perçus dans le cadre de l'exploitation de l'œuvre à d'autres, à des co-auteurs. Attention donc après aux ateliers de médiation dont l'intervention auprès des publics, dès lors qu'elle va entraîner un service organisé, entraîner un lien de subordination, va devoir être traitée au titre du salariat. Donc, voilà, c'est toutes les choses auxquelles il faut faire attention avec le régime des artistes-auteurs tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la nature de l'activité qui va déterminer le rattachement ou non au revenu artistique. Dans ce cas, et selon la nature de l'activité de médiation, vous allez pouvoir ou pas la rémunérer sous la forme de revenu artistique. Et tout ce qui est frais, donc frais de vie per diem, à séparer aussi et distinguer du reste, en dédommageant notamment l'artiste via des per diem dans tous les cas où il n'a pas, par exemple, accès à une cuisine où il pourrait lui-même se faire à manger. La prise en charge des frais de déplacement en indiquant bien quelle est la modalité choisie pour ces remboursements de frais. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, vous avez plusieurs options qui ont des incidences en fait, fiscales parfois importantes pour l'artiste. Donc, pour récapituler un petit peu sur tout ça, en ce qui concerne les contrats et le type de rémunération, vous allez avoir la rémunération du travail artistique, du temps de la création, c'est-à-dire la conception, la réalisation d'œuvres, à rémunérer sous la forme d'une bourse de recherche ou d'une bourse de création ou d'une allocation de création ou d'une allocation de résidence. Vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez. La rémunération de rencontres avec le public qui vont, selon la nature, prendre la forme ou pouvoir être rémunéré sous le titre de lecture publique de son œuvre ou présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, présentation de son processus de création lors de rencontres publiques. Donc ça, c'est tel que c'est accepté par le Code de la sécurité sociale au titre des revenus artistiques. Ou alors en droit d'auteur, via un droit de présentation publique. La cession des droits d'exploitation dans le cadre de la communication, donc à rémunérer un droit d'auteur, droit de représentation, et l'animation d'ateliers que vous allez, un petit peu selon la nature, le volume, etc., et la nature du lien, le caractère contraignant, etc., rémunérer soit en salariat, tout en sachant que vous pouvez aussi le rémunérer au titre de revenu artistique accessoire, puisque l'artiste peut en déclarer un certain nombre. Mais tout ça étant plafonné par an et vous n'ayant pas la connaissance forcément de là où il en est, du nombre d'ateliers réalisés, etc., ça nécessite aussi de discuter et de se mettre d'accord là-dessus au préalable. Vous avez tous les autres types de versements, donc les moyens, les frais de vie que j'ai évoqués, donc remboursement ou per diem, sachant que faut évidemment avoir une logique budgétaire qui suit le projet. Si dans votre budget, voilà, il y a des créations, enfin si dans le projet il y a de la création d'œuvres, évidemment, il va falloir prévoir dans votre budget les lignes en conséquence à la fois sur les matières premières, mais sur retour des œuvres, assurance, droit pour les présentations publiques, etc.
Donc, encore une fois, l'exploitation d'œuvres créées dans le cadre de la résidence, tout ça, ça va être l'après de la résidence et ça ne doit pas et ça ne peut pas figurer au contrat de résidence. Donc, on fera un contrat d'exposition ou un contrat d'édition ou un contrat d'acquisition pour tout ce qui suit la résidence, qui va rentrer dans un autre type de projet. Je vois l'heure un petit peu avancer, donc je vais passer à la charte d'art en résidence pour expliquer un petit peu comment cette charte vient compléter un peu ces principes de bonne pratique. Il va falloir que j'aille chercher... non, c'est pas ça. Je vais essayer de projeter directement la charte. Donc, la charte d'art en résidence, c'est une charte qui veut vraiment préciser une éthique commune. Non, je ne sais pas si ça... Formuler des principes et des valeurs, donc les engagements autour desquels les membres se retrouvent et auxquels ils aspirent aussi. C'est-à-dire que ça définit des bonnes pratiques qu'on a envie de défendre, ça va inspirer les critères d'adhésion, etc. Mais c'est aussi se fixer un horizon de progression en termes de pratiques professionnelles. C'est-à-dire que le réseau est capable d'accepter des membres qui nous disent « je ne respecte pas encore la charte, mais je suis intéressée pour y arriver, seule ou en étant accompagnée par le réseau ». Voilà, c'est un horizon dans lequel je me reconnais. Voilà. C'est aussi, il y a cette dimension aussi de démarche et d'horizon et d'ambition que les membres se sont fixés et ont rédigé un petit peu comme une feuille de route pour travailler ensemble. Donc, c'est une propre, voilà, le réseau dans cette charte définit une propre définition de la résidence comme étant un temps avant tout pour la création. C'est un texte fondateur qui évolue, qui voilà, n'est pas du tout un document destiné à être figé, mais qui vraiment, au gré de l'évolution des membres et de l'évolution des textes et de l'évolution des velléités de soutien sur lesquelles veulent s'engager les membres, qui va pouvoir évoluer. Donc, les textes circulaires, contratypes, mais aussi tout ce qui est loi sur la création, code de la propriété intellectuelle, code de la sécurité sociale sont les préalables. Il s'agit bien après de se situer un petit peu au-delà. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les articles de la charte, hein, bien sûr, mais... le premier article définit par exemple un temps pour la création avant tout. Donc, le réseau part du principe que l'artiste doit être libre de créer dans un cadre qui lui en offre les moyens et le temps, et que voilà, il y a ce minimum de 70% du temps de la résidence qui doit être dégagé de toute obligation. Alors, ces 70%, ça émane d'une circulaire de 2011 qui fixait des revenus artistiques accessoires dans la limite de 30% de temps dédié à des actions autres que celles de la création. C'est une proportion qui a disparu du texte avec le décret d'août de cette année, mais qui redéfinit... qui est néanmoins une proportion qui va être maintenue et conservée par le réseau. Sur la modalité de sélection des artistes, les structures membres s'attachent à ne pas faire appel à la rédaction de projets dans leurs appels, c'est-à-dire de privilégier des appels à candidature sur des appels à projets. C'est une démarche voilà, qui vise à se débarrasser progressivement de pratiques ancrées, là encore, dans notre secteur, qui consiste à attendre voilà, d'un grand nombre d'artistes qu'ils travaillent tous ensemble, enfin chacun de leur côté, mais qui travaillent tous et formulent un projet spécifiquement adapté au contexte de la résidence qu'on met en place.
Donc, l'encouragement de la forme de travail spéculatif que cette pratique représente est explicitement dénoncé dans cet article de la charte et appelle les membres à faire des appels à candidature ou alors à rémunérer les propositions de projets en s'inspirant d'un fonctionnement notamment à l'œuvre depuis longtemps dans le cadre de commandes ou d'appels à candidature, ou d'appels dans le cadre de l'architecture ou des 1% notamment. Sur la contractualisation, je ne vais pas revenir dessus, mais les structures s'engagent à réaliser un contrat écrit et négocié. On n'impose pas un contrat, on le négocie, on l'a déjà dit. Et un contrat où sont séparés tous les projets annexes qui vont faire l'objet d'un contrat distinct. Sur les moyens humains, les structures s'engagent à offrir un encadrement et un accompagnement des personnes accueillies. La structure est aussi susceptible d'être mobilisée et d'accompagner les artistes sur ses obligations sociales, juridiques, fiscales, s'il les méconnaît. Je vais revenir une minute sur aussi le fait de désigner, parce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans le contrat dont je n'ai pas parlé, et Catherine Radosa, pareil, ce matin, l'a évoqué, sur la nécessité d'avoir une personne référente identifiée dans le cadre d'un projet de résidence dans la structure à laquelle on peut vers laquelle on peut facilement revenir pour tout type de questions. C'est quelque chose que dans le contrat type, on vous amène à formuler également. Ça fait partie des bonnes pratiques. Sur les moyens, pareil aussi, parce que ça a été largement évoqué ce matin, je reviendrai sur cet engagement des membres d'Art en résidence. Dans le cadre de résidences de longue durée, les structures s'engagent et s'efforcent à permettre l'accueil de la famille du résident. Donc là, on est bien aussi sur ce qui a été évoqué, les difficultés de concilier vie familiale et mobilité, voilà, qui créent aussi des facteurs d'inégalité flagrants au détriment de la place des femmes dans le monde de l'art d'aujourd'hui. Les moyens financiers, il s'agit d'avoir cette rigueur budgétaire dont j'ai déjà assez largement parlé, donc je pas continuer à insister là-dessus. Le statut des œuvres produites en résidence, donc en aucun cas un don d'œuvre ne peut être exigé par la structure accueillante dans l'appel en candidature ou dans le contrat de résidence. Tout transfert de propriété fera l'objet d'un contrat distinct. Ça va aussi un peu dans la continuité de ce que j'évoquais tout à l'heure, pour en finir avec aussi des pratiques qui obligent l'artiste à donner une œuvre à la fin de sa résidence ou alors à considérer que les frais de production équivalent à une acquisition. Donc tout ça, c'est des pratiques qui sont encore largement répandues dans le secteur, mais qui contribuent clairement à précariser les artistes. Oui, sur cette... Bon, alors l'évaluation, je vois l'heure qui tourne. L'évaluation de la résidence, c'est aussi un des points engageants des membres dans une perspective d'auto-analyse et d'amélioration de leurs pratiques. Les structures membres s'engagent à réaliser avec chaque résident un bilan partagé du séjour, permettant d'offrir des retours critiques sur l'ensemble des modalités de la résidence. Donc, il s'agit bien de pouvoir revenir de manière conjointe sur les conditions et sur la mise en œuvre de la résidence, vraiment dans un objectif de s'améliorer d'expérience en expérience. J'arrête de partager mon écran, je vais revenir à mon autre document. Élise, peut-être simplement, merci beaucoup. En tout cas, tous ces éléments, je pense, sont très clairs. Les participants, par contre, sont revenus avec quelques questions. Donc, si on pouvait garder 5 petites minutes pour pouvoir y répondre. Oui. Elles sont disponibles dans le canal questions et réponses en bas. Je vais les lire tout à l'heure. Tu peux en prendre connaissance dès maintenant. Et puis, pour les autres participants, n'hésitez pas à faire remonter vos questions pour qu'on y réponde encore une fois avant la fin de ce point d'info. Mais je te laisse du coup clôturer. Merci beaucoup. Alors, du coup, il faut que j'ouvre questions-réponses, c'est ça ?
Je me dis peut-être qu'il y avait d'autres points qui étaient encore à aborder, Ah, que tu avais prévus. Je me dis si en 2-3 minutes, peut-être finir oui. cette présentation et puis ensuite y répondre. Oui, alors on peut aller rapidement sur. Attends, excuse-moi, un petit bug, évidemment, un mauvais moment. Voilà, j'avais juste proposer une visualisation un petit peu récapitulative, alors vraiment qui est quelque chose là que j'ai fait pour aujourd'hui, donc qui est pas du tout, qui nécessiterait d'être augmenté et précisé, etc., qui est pas du tout exhaustive, hein, mais sur cette visualisation dont je parlais tout à l'heure entre bonnes pratiques et obligations, donc en listant à chaque fois là en termes d'organisation, de contrat, de modalités de rémunération, de montant de rémunération et de déclaration, ce qui relève d'obligations et ce qui relèverait de bonnes pratiques. Donc un contrat, c'est à rédiger. Donc vous avez en rouge ce qui relève des obligations, en jaune ce qui relève des bonnes pratiques. Et à droite, les textes de loi qui basent ces obligations. Donc, c'est un contrat à rédiger, bien séparer la cession de droits d'auteur, bien détailler la cession des droits d'auteur, parce qu'un droit d'auteur cédé n'entraîne pas la cession d'un autre droit d'auteur. Et à côté de ça, on s'engage à discuter, négocier un contrat, définir précisément le cadre et les attentes. Je ne vais pas lister précisément les textes que j'ai notés. Le plus simple, peut-être, ce serait que je te les transmette après, Carmen. En termes d'organisation, ce que je voulais faire apparaître, c'est que vraiment, on a très peu de choses qui relèvent d'obligations. Donc, on est dans un cadre assez libre. Et donc, à nous de nous responsabiliser sur cette organisation de la résidence. Donc, j'ai noté des choses dont j'ai parlé, privilégier les appels à candidature, à des appels à projets, définir un calendrier et des attentes de présence effective. Ça, c'est des choses sur lesquelles aussi il y a souvent des questions sur ce qu'on peut demander en termes de présence à un artiste. Et en termes de calendrier, doit-on l'astreindre à une présence continue et réelle et sans lui permettre de repartir ou de faire des allers-retours pour assumer d'autres types d'engagements. De désigner un référent, un interlocuteur principal, accueillir les familles, assurer les œuvres au fur et à mesure de leur création. On n'a pas du tout parlé assurance des œuvres. Choisir entre remboursement de frais et note de débours, anticiper et prévoir l'éventuel retour des œuvres. Donc, ces petites choses qu'il faut bien penser à avoir en tête. À côté, donc, vous avez des repères pour vous référer à des articles ou à des textes de référence. Sur les modalités de rémunération, donc bien distinguer honoraires de création, frais de production, surtout. Et ensuite distinguer honoraires de création, rémunération, exploitation des œuvres, mais aussi atelier de médiation. Échelonner les versements de rémunération, ne pas attendre la fin des 3 mois de résidence pour verser sa bourse à l'artiste. Et sur les montants de rémunération, ça se rendre à bien rémunérer les cessions de droits, appliquer une juste valeur à toutes les activités rémunérées. Là, je vous renvoie aussi, pas à des lois, mais parfois à des rapports, pour citer le rapport Racine, hein, qui avait clairement cette injonction-là d'assurer une juste rémunération des artistes pour le temps et l'activité passée à produire une œuvre ou travailler sur un projet avant et indépendamment de sa vente, de sa cession ou de son exploitation. Et ensuite, les obligations, je dirais, un peu plus liées à l'enregistrement URSSAF, les déclarations, tout ça engendre dès lors qu'on rémunère un artiste-auteur. Du coup, je ne rentre pas forcément dans le détail parce que si on veut garder du temps pour les questions. Complètement. Merci beaucoup, Élise.
C'était en tout cas, très complet. Il y a plusieurs, personnes qui assistent à la visio, hein, qui le saluent et qui le remercient. Je voulais, aussi, donc faire remonter quelques questions. On a eu des questions par le canal, puis par mail, autour, justement, de ces objectifs d'aller vers des bonnes pratiques. Est-ce que dans ces objectifs, par exemple, la question, des, âges limites de candidature ou d'accueil en résidence, d'artistes, est un sujet, a été évoqué. C'est une question qui nous est remontée sur des pratiques qui parfois limitent de manière forte la Oui. possibilité de résidence pour des artistes. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a une tension sur cette question-là et la circulaire de 2016 est clairement axée sur les jeunes générations et met un peu l'accent sur cette nécessité du renouvellement générationnel et d'une attention particulière aux jeunes artistes, etc. Alors ça va avec effectivement plein d'appels et une tendance clairement visible dans les appels. Donc il y a un peu ce paradoxe entre effectivement une volonté du ministère d'être un peu plus à l'écoute des jeunes générations et qui a créé finalement une situation qui est à plusieurs titres, qui peut être effectivement à plusieurs titres considérée comme discriminante. En excluant effectivement toute une part, toute une catégorie d'artistes qui sont dans des parcours plus expérimentés. Bon, néanmoins, et encore heureux, on a encore pas mal d'opportunités de création et de résidences qui sont largement ouvertes à des artistes en milieu et au-delà du parcours. Complètement, merci beaucoup. Je vais passer à la question suivante qui regroupe cette question de l'appel à candidature. Est-ce que dans cet objectif de bonne pratique, vous avez cité notamment l'alignement, hein, sur certaines pratiques liées au 1% ou à d'autres types se rapprochant de la commande. Là, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si, par exemple, quelques artistes qui auraient été présélectionnés pour un projet de résidence pourrait, ou est-ce que ce serait un objectif que les frais de déplacement pour rencontrer les artistes en amont de la sélection soient pris en charge par la structure d'accueil? Ah bah complètement, oui, oui. Mais d'ailleurs, dans le contrat, il y a une petite note qui dit ça, hein, s'il est nécessaire pour... voilà, c'est partie des bonnes pratiques, effectivement, des recommandations, bah, que la structure puisse prendre en charge ça. Et puis, bah, pour citer un exemple, hein, qui va dans l'application progressive de tous ces systèmes, dans l'évolution de nos fonctionnements. Là, dernièrement, hein, la galerie Noisy-le-Sec, qui a un membre d'art en résidence, bah, a complètement pris ce parti-là sur son dernier appel à candidature, c'est-à-dire que on fait un appel à candidature pour sa prochaine résidence. Un appel à candidature où les artistes ont simplement à envoyer leur portfolio qui décrit leur démarche et la structure a dans un second temps demandé aux artistes un projet en sélectionnant 5 en rémunérant cette partie définition de projet avant de faire la sélection finale. Donc vraiment un système qui s'inspire complètement de ce qui se met en place dans le cadre des 1% ou dans d'autres types de commandes. Donc avec effectivement un montant qui est à prévoir en amont et à provisionner pour ça, pour permettre aux artistes de développer un projet, donc de venir sur place, de bien comprendre les attentes et effectivement pouvoir dédommager de cette partie-là. Merci. Alors, on a 2 questions qui se recoupent sur la question de l'acquisition de l'œuvre produite dans le cadre d'une résidence et des frais de production engagés. La déduction de ces frais de production dans le cadre de l'achat de l'œuvre et la potentielle demande de remboursement de frais de production engagés par la structure, je pense, dans le cadre de la vente de l'œuvre à un tiers extérieur à la structure d'accueil en résidence. Si ma question est claire. Oui, alors bah, c'est une question extrêmement délicate, hein. Je sais que c'est quelque chose qui est porté
qui est porté notamment dans le cadre du contrat, du modèle de contrat de production d'ailleurs qui est proposé et que vous trouvez sur le site. Je ne sais pas si je suis là parce que tout a bugué. Ça va ? Oui, oui, c'est bon. Effectivement, ça fait partie en fait des raisons pour lesquelles a échoué la négociation sur le contrat type de production, qui est malgré tout disponible dans sa forme actuelle sur le net et qui est absolument pas validé par les organisations professionnelles représentantes des artistes. C'est-à-dire que les diffuseurs, enfin certains diffuseurs souhaiteraient qu'effectivement puissent être déduits les frais de production dans le cas de vente ultérieure d'une œuvre produite ou coproduite, ce qui pose la question de la liberté de l'artiste quant à la définition du prix de vente de l'œuvre, c'est-à-dire que quand bien même une œuvre aurait pu en production coûter 15 000 €, l'artiste peut tout à fait fixer son prix de vente comme il le souhaite et décider de vendre cette œuvre 1 000 € 15 ans plus tard parce qu'il n'a plus les moyens de la stocker ou parce que voilà, ça répond plus à il y a des tas de raisons qui font qu'il est tout à fait libre de s'il la vend 1 000 € et qu'il doit en rembourser 15 000, ça pose un petit souci. Donc, il y a un système à mettre en place, en fait, qui n'est pour l'instant pas un système trouvé de manière partagée entre tous les acteurs concernés. Donc, pour l'instant, pas vraiment de bonnes pratiques de définies dans ce cadre-là. Néanmoins, si on veut bien cadrer les choses, bon, il y a pas comment dire il n'y a pas de systématisme, il n'y a pas de règle en fait sur cette partie-là qui obligerait en fait l'artiste à rembourser en tout cas la structure de ses frais de production. C'est un soutien qui est apporté à un moment donné, qui est normalement un soutien dénué d'intérêt pécuniaire. Merci, oui. Alors, c'est assez clair. Ça s'inscrit un peu là, c'est vrai, d'un système de production qui serait plus proche de l'audiovisuel, par exemple, ou d'un producteur sur un film, où là, les pratiques sont un petit peu différentes. Je vais finir peut-être avec 2 autres questions qui sont plus techniques. Alors, une demande d'exemplification sur, par exemple, des structures qui rémunéreraient ou en tout cas qui verseraient des cessions de droits aux artistes pour la reproduction, la présentation, uniquement sur la reproduction de leurs œuvres pour la communication d'une expo, d'une résidence et plutôt pour aller plus loin que simplement l'exemple, les montants qui se pratiquent en moyenne. Ah oui. Alors, déjà, petite précision, vous êtes, on est obligé, bon, si j'avais eu le temps de détailler le tableau, là, vous auriez pu faire la différence, mais on est obligé de faire un contrat de cession de droit de reproduction dès lors qu'on organise ou qu'on utilise un visuel d'un artiste. Néanmoins, vous pouvez négocier une cession de droit gracieuse, hein, ça c'est tout à fait possible et je dirais tout dépend en fait de ce qui est organisé, c'est-à-dire que bien sûr s'il s'agit de mettre un visuel d'une œuvre précédente dans sa brochure pour annoncer la résidence, c'est un petit peu différent de si on organise une campagne de communication à grande échelle avec des 4x3 à l'échelle d'une région, etc. Donc tout ça va s'évaluer aussi avec un peu de bon sens et évidemment que si on est dans le deuxième cas, on va essayer de rémunérer tout ça auprès de l'artiste. Vous pouvez néanmoins aussi avoir ce droit de reproduction cédé de manière gracieuse par l'artiste. Le tout est de ne pas lui imposer en fait, puisque c'est lui qui doit vous autoriser. Donc c'est de ne pas renverser la manière dont ça doit se passer. Et j'ai oublié la On disait tout à l'heure, c'est encore une fois la question de la négociation.
Oui, de prise en compte de la valeur du travail créé et puis de la oui, négociation. oui. Et alors après, sur les montants, sur les montants, enfin, sur ces montants-là, peut-être pas, parce que ça dépend évidemment de plein de facteurs. En tout cas, en termes de ce qui est réglementé par contre, c'est dans le cas d'une reproduction, comme je disais tout à l'heure, d'un support payant. Donc, dans le cadre d'un catalogue, par exemple, qui serait réalisé à la fin, si ce catalogue est payant, vous avez normalement un pourcentage voilà, à reverser à l'artiste. Ça, c'est de manière obligatoire et inscrit dans le code. Et enfin, une dernière question qui est plus pratique. On me pose la question des structures en régie publique, donc directe, qui payent sur service fait. Je pense que la question là, c'est de la personne touche peut-être à la manière dont la collectivité ou la structure affiliée à une collectivité peut moduler, comme c'était évoqué tout à l'heure, cette obligation de service fait pour pouvoir échelonner les paiements, par exemple, Mm. d'un artiste accueilli en résidence. Quelles sont les pratiques à ce niveau? Oui, alors après, il y a peut-être des manières de contourner un tout petit peu en définissant plus spécifiquement des choses, parce qu'il se passe toujours des choses au cours d'une résidence. Vous avez des différentes étapes, différents temps forts, différentes rencontres. Donc, ça peut aussi voilà, prendre l'occasion d'une rencontre faite ce mois-ci avec tel public, une rencontre en cours, une ouverture d'atelier qui permet de rémunérer déjà ce service, ce service fait, de considérer qu'une partie voilà, de la chose est réalisée, ce qui est aussi un des avantages que peut avoir cette façon de vraiment détailler en fait tout ce que vous allez rémunérer, tout ce qui est prévu au cours de la résidence. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir, chaque fois, une fois que c'est réalisé, de pouvoir rémunérer l'artiste au fur et à mesure comme ça, à tout du long. Et merci beaucoup. Et puis, on avait une dernière question parce qu'il est déjà 40 et qu'à 45, on va recommencer avec une autre table ronde. C'est la question là de la prise en considération des productions d'œuvres numériques pour lesquelles l'artiste utilise souvent ses propres outils de tournage et de post-production. Là, c'est les moyens matériels qu'amène l'artiste dans le cadre de la résidence et comment est-ce que ça peut être valorisé ou en tout cas intégré dans les apports des uns et des autres à l'intérieur de la réalisation du projet de résidence. Alors, valoriser dans un objectif d'établissement de budget de projet, par exemple ou... En fait, peut-être la question était... Bon, en tout cas, ça pose la question des assurances aussi, que j'ai pas du tout abordé, mais vous allez retrouver des informations là-dessus au sein du contrat et dans tout. Je vous invite vraiment à lire toutes les petites notes du contrat parce que c'est plein d'informations, plein de conseils et tout ça. Et donc sur les assurances aussi, important d'avoir une petite vigilance sur tout le matériel rapporté par l'artiste et qui serait potentiellement pas assuré par lui au titre d'une assurance professionnelle, parce que très peu d'artistes ont des assurances professionnelles. Faut bien penser à demander à l'artiste de vous faire une liste de tout ce qui va ramener chez vous en termes et qui va nécessairement malheureusement pas entrer dans votre contrat d'assurance dès lors que ça lui appartient à lui. Donc, j'imagine que je ne réponds pas à la question, mais il y a quand même la forme de l'assurance et puis du défraiement éventuel. Là, c'est donc Catherine Radessa, l'artiste qui était présente ce matin, qui me pose la question. Donc, je pense que la question de l'assurance là a été répondue. Et puis, c'était cette question du défraiement éventuel. Vous avez cité le fait que ça pouvait être inscrit dans le budget sous forme de valorisation, etc.
peut-être plus précisément sur les pratiques ou les objectifs de bonne pratique sur ce point? Non, alors j'ai pas d'exemple de projet voilà, qui dédommagerait cette partie-là, en fait d'apport de l'artiste à travers son matériel. Je peux essayer de réfléchir à ça, puis revenir éventuellement par ton intermédiaire, Carmen, Pas de si souci. ça se cache plus tard. Mais de toute façon, alors, bon, il y a à nouveau, la question a été posée, hein, pour, si la structure souhaite acheter l'œuvre, est-ce qu'elle peut déduire le prix de production? Mais ça a été répondu dans le cadre de, la présentation et puis dans le cadre, de ce que disait, donc Non, Élise. c'est une acquisition, ça se renégocie là. Vous avez apporté un apport sur un soutien à la réalisation de l'œuvre. Après, l'œuvre existe, elle a une nouvelle valeur. On ne peut pas techniquement déduire ce qu'on a apporté. Voilà. Par contre, on peut négocier avec l'artiste. Voilà, qui a un prix, une fois qu'il a déterminé son prix de vente, qu'il puisse vous faire un prix à vous si, s'il a envie. Voilà, alors bah, je te remercie beaucoup, hein, Élise, pour cette préparation de cette présentation extrêmement détaillée, le temps que tu as mobilisé pour pouvoir aussi bien expliciter de manière, je pense, assez claire les bonnes pratiques, des contraintes, des obligations légales qui permettent aussi de mettre en perspective les choses, hein, pour ce qui peut être attendu, en tout cas de la part des artistes, et ce qui peut être mis en œuvre de la part des structures pour aller vers une meilleure prise en compte, hein, de la création, de ce qui est fait dans le cadre des résidences. On remercie bien sûr le réseau. Et puis, un Padlet a été constitué. Est-ce que je peux le partager maintenant? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je partageais le lien du site internet. Et puis oui, il y a un accès un peu plus direct que tu peux transmettre. Mais donc sinon sur le site d'Art en résidence, dans la rubrique outils, j'ai créé hier un onglet bonnes pratiques dans lequel il y a un Padlet avec un ensemble de repères en fait, hein, de textes et aussi sur la question de ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est barème, etc., à traiter avec beaucoup de précautions, hein, mais des repères de montant de rémunération, des repères de montant Des recommandations, en tout cas et encore une fois, pas des choses sur lesquelles il y a forcément des contraintes légales. Oui, exactement. Bah, merci beaucoup. En tout cas, on va finir ce point d'information. On espère que vous avez les uns et les autres, les participants, pu avoir un certain nombre de réponses à des questions que vous vous posiez ou à des outils que vous recherchiez et auxquels vous n'aviez pas forcément accès. On espère que vous êtes allés plus loin pour ceux qui avaient déjà connaissance de ces outils. Et puis, on remercie bien évidemment le réseau Art en résidence pour sa participation, sa disponibilité. On va retrouver notamment Vincent Duménil juste après dans la table ronde sur les résidences en tant qu'élément fertilisateur des territoires qui va